Les mains dans la pop. Ok, Les mains dans la pop. c'est les mains, C'est ma nouvelle obsession. mais dans la pop. Bonjour et bienvenue dans Les Mains dans la Pop. Moi c'est Mao et en face il y a Audrey. actu, tendance, décryptage de la pop culture, mais aussi gloire et déboire des célébrités qu'on aime détester, qu'on déteste aimer, tout ça en secret. En tout cas, vous pouvez lâcher les réseaux parce qu'on scrolle pour vous. Chers amours, j'espère que vous allez bien, que vous brillez comme un fumigène en tête de cortège. Oui, ce podcast est partial. Bref, j'espère que vous gardez la pêche dans cette période aride qui ne permet pas à de beaux arbres de fleurir. Fin de métaphore filée. Et quoique, excusez-moi, je vais refaire une charge comme la brave. Si vous n'avez pas encore vu tous nos buissons, épisodes, vous pouvez rattraper nos forêts, tous nos épisodes, sur toutes les plateformes de streaming. En tout cas, aujourd'hui, je suis en excellente compagnie puisqu'en face de moi, il y a ma chroniqueuse préférée, Audrey. Bonjour. Bonjour Audrey, comment vas-tu ? Ça va, comme je te l'expliquais tout à l'heure, la brave a failli m'avoir, mais ça va, je suis saine et sauve. Et aujourd'hui, on a une invitée spéciale, c'est Carole Boignet, directrice de la rédaction des Inrecuptibles et journaliste spécialiste de la musique. Et on va parler ensemble d'une célébrité qui vient de sortir son album, Lana Del Rey. Comment tu vas, Carole ? Très bien, et vous ? Super. Merci pour l'invitation. Avec C'est plaisir. nous qui te remercions d'être venus. Évidemment, on suce nos invités dans ce podcast. Oui, nous lose, telle est la question. Quel loser. C'est ma nouvelle Elle, je l'aime trop. icône. Le gagnant ou le perdant de la semaine. Roulement de tambour. Et on commence tout de suite avec de l'actu chaude qu'on a envie de dégueuler. C'est pas très élégant à dire, mais il y a plusieurs sujets qui nous ont émus, qui nous ont contrariés cette semaine et on a envie d'en débriefer avec vous. Tout de suite, ce sont là les gagnants-gagnantes, la perdante de la semaine. Et il faut voir la vie du bon côté, il faut voir le verre à moitié plein, il faut voir les icebergs à moitié encore flottants. Bref, on commence avec un winner pour se mettre du baume au cœur, Audrey. Une bonne nouvelle dans cette actualité. Ouais, je vais vous mettre un petit peu de baume au cœur. En tout cas, je vais essayer. Pour moi, le winner de la semaine, c'est Ajar. Alors, Ajar, c'est l'association des journalistes antiracistes et racisés. Et en fait, c'est une nouvelle association de journalistes qui a été créée il y a quelques jours. Et elle a été réfléchie, en fait, face au constat, du racisme, tout simplement, et du manque de représentation dans les médias. Et donc, dans un post de leur compte Insta, on peut lire « Les rédactions de gauche comme de droite restent quasi exclusivement blanches, notamment aux postes à responsabilité. Il y a urgence à nous y faire une place. Toutes nos revendications sont à lire dans la tribune publiée ce jour dans Libé, donc c'était il y a quelques jours. Une tribune signée par 170 journalistes qui ont décidé de s'engager à nos côtés. Et moi, je trouve que c'est une super initiative. Absolument. D'ailleurs, Yael rappelle aussi des faits hyper concrets. D'après une enquête du SNJ-CGT sur le racisme dans le journalisme, à savoir que le SNJ, c'est le syndicat national des journalistes. L'étude va bientôt paraître. Eh bien, cette étude démontre qu'un journaliste sur deux est témoin de racisme sur son lieu de travail. Moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais répondu à cette enquête. Dans ma carrière de journaliste, j'en ai vécu pas mal des expériences de racisme mêlées, bien sûr, avec de la misogynie et de la queerphobie, sinon c'est pas marrant. C'est vraiment la pire salade ever, Vraiment, quoi. vraiment. Une raconte-nous. indigestion. J'ai eu des remarques ouvertement racistes, comme par exemple, je me souviens d'un ingé son d'une de mes anciennes boîtes qui avait refusé de m'ouvrir la porte du studio car il ne m'avait pas reconnu dans la petite caméra de l'interphone, alors qu'on travaillait ensemble quand même depuis quelques semaines, et qui s'est demandé ce que voulait, je cite, cette black avec des locks, car il se méfie des noirs dans ce quartier qui craint, et qui est Strasbourg-Saint-Denis, donc vraiment le quartier pas vraiment craignos de Paris. C'est comme, je veux dire, les Invalides sont remplis de craquettes à là mocassin, là, c'est au devenu... secours. Donc voilà, il avait refusé de m'ouvrir la porte. J'ai aussi vécu pas mal de trucs un peu plus subtils parce que le racisme, c'est pas que des grosses insultes à travers un interphone. Il y a aussi des trucs plus insidieux dont les auteurs et autrices ne se rendent parfois pas compte. On me coupe la parole, on minimise systématiquement mes propos, on me whitesplain parfois des sujets qui me concernent, ou alors on m'oblige à faire de l'éducation en permanence sur des sujets sans prendre en compte que ça a un impact psychologique quand on nous demande de faire de l'éducation à répétition. On ne renouvelle pas mon contrat parce que je suis trop politisée et que mes sujets ne sont pas assez universels. Autrement dit, tu nous fais chier avec ton racisme. Voilà, j'en passe. Et c'est sans compter les rédactions que j'ai intégrées, pour ne pas les citer, l'année dernière, et qui ne comportaient qu'une seule personne noire
et ou racisés parmi une trentaine, voire une cinquantaine d'employés. Et je trouve ça assez horrible, puisque imagine une rédaction Mao où il y a que des mecs, genre 50 mecs, et tu es la seule femme qui rentre dans cette rédaction. Évidemment, c'est choquant. Oui, je pense que beaucoup de gens seraient choqués. Quand c'est une seule personne racisée, ça ne choque personne. Donc voilà, bref, en tout cas, à JAR, je trouve que c'est hyper important cette association, parce que les rédactions, elles doivent prendre pas mal de responsabilités à ce sujet, parce que c'est bien beau de faire des articles sur le sujet du racisme, mais il faut aussi nous engager, nous donner des responsabilités, et puis aussi valoriser notre expertise sur certains sujets qui nous concernent. Donc j'invite toutes les personnes concernées à y adhérer si elles le souhaitent. Et aux autres peut-être de soutenir cette association et soutenir d'autres initiatives aussi pour des personnes minorisées. Merci Audrey. Donc ça, c'était mon winner de la semaine, en espérant que ça ait mis un petit peu de baume au cœur, par exemple, aux journalistes racisés. Pour contrebalancer, est-ce que tu as un bon vieux loser à nous proposer ? Oui, j'ai un loser, c'est un énorme pays, c'est les États-Unis. Alors, comme d'habitude, à chaque fois qu'on parle des États-Unis, les faits que je vais dérouler paraissent être fictifs, mais tout est vrai. La réalité dépasse la fiction. Alors, le PDG de TikTok, Shou Chew, j'espère que je le prononce bien, est entendu en ce moment par la Chambre des représentants, car des conservateurs appellent au bannissement du réseau social chinois TikTok. La raison, les tradis USA hurlent au détournement de mineurs, c'est-à-dire que tous ces jeunes qui dansent de manière sexualisée seraient une menace à la morale. Dixit, le pays qui a des tueries tous les 3 jours dans des écoles primaires. Mais oui, le problème, c'est de danser. Le problème, c'est les trends, pas les guns. Le problème en ce moment, c'est le soleil, pas le réchauffement climatique. Le problème, c'est Desigual, pas notre propension à trouver pratique un pantacourt. Petite précision, ton algorithme reflète qui tu es, ce que tu aimes. Donc s'il y a des petites filles qui se dandinent sur ta TL, je ne veux pas avoir accès à ton historique d'ordinateur. Et en effet, on reçoit ce qu'on demande. Moi, chaque jour, j'ai Affida Turner qui dit des phrases comme « Beyoncé m'a tout pris, cette clocharde ». Audrey, sur ta TL, qu'est-ce que tu as de manière spontanée ? Vraiment des petits chatons, des lesbiennes noires, parce que j'adore la représentation. Et puis voilà, quoi. Pas de chatons des lesbiennes noires, ça me va. Tout le monde a ce qu'il mérite. Macron a juste un mec qui doit lui dire « Tu es le meilleur, tu as raison ». Les autres ont tort. Les vraies raisons, en réalité, ce sont des suspicions d'espionnage par l'application et la prééminence de ce réseau sur leurs réseaux sociaux nationaux comme Facebook et Instagram. La plus grande démocratie du monde, comme elle aime s'appeler, commence dangereusement à ressembler à une dictature. Parce que tu sais quel pays est connu pour interdire les réseaux sociaux occidentaux ? La Chine. Voilà. Donc c'est comme si c'était des frères jumeaux qui se détestent parce qu'en fait, ils se ressemblent terriblement. C'est peut-être de voir leur propre reflet qui les agace. Moi, parfois, j'ai du mal à regarder Monica Bellucci dans les yeux. Je ne veux aucune réflexion. Pourquoi tu me caches ? Les législateurs affirment que la Chine pourrait utiliser TikTok pour influencer l'opinion publique américaine. Tu veux dire comme les États-Unis nous influencent avec le soft power depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec des films, de la musique, des vêtements, la langue, la télévision, quoi ? Et alors, AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, a publié justement un TikTok sur ce fait, insolence, et Mother is mothering, puisqu'elle explique des faits. 150 millions d'Américains sont sur l'application. Forcément que la moitié du pays y est. Ils adorent se regarder le nombril. Et elle met en avant le paradoxe. TikTok est accusé d'accumuler les données personnelles des utilisateurs, tout comme toutes les sociétés américaines. C'est-à-dire que les États-Unis sont spécifiquement le seul pays qui n'a aucune loi sur la protection des données de ses citoyens. C'est comme si je disais à quelqu'un ne bois pas cette bière alors que je suis à 5 vodka. En tout cas, lâchez TikTok. Moi, j'ai envie de voir Northwest continuer de manger les rouges à lèvres de sa mère. Laissez-nous TikTok, s'il vous plaît. Et toi, Audrey, qui voudrais-tu voir enseveli sous des milliers de rouges à lèvres ? Et qui serait ton loser de la semaine ? Alors, mon loser que je rêverais de voir enseveli de rouge à lèvres, c'est une émission, on va dire. En gros, c'est la chronique misogyne de Quotidien sur la mobilisation des influenceuses Toutatis et Polska lors des manifestations. Alors, je sais pas si tu les connais, mais Toutatis, oui. Son vrai nom, c'est Jessie Melissa Barra, et Polska, son vrai nom, c'est Dominika Falkowska. Et c'est 2 jeunes influenceuses qui ont respectivement 20 et 23 ans. Et il y a quelques jours, elles ont partagé des vidéos de leur participation aux manifestations contre la réforme des retraites. Et on les voit scander un slogan « Les formes contre la réforme », j'adore. Maquillées aux couleurs de la France et agitant un drapeau français. Alors moi, je trouve que le slogan est plutôt marrant, ça fait référence à leur poitrine généreuse. Et les jeunes femmes manifestent entre amis et documentent l'événement à leur communauté. Jusque-là, rien à déclarer. Pourtant, le journaliste Nicolas Fresco a consacré toute sa chronique chez Quotidien à vraiment une vile moquerie misogyne de ces jeunes femmes, qui, on le rappelle, ont respectivement 20 et 23 ans. Il s'est donc moqué des influenceuses en les ramenant à leur physique et en critiquant leur tenue, visiblement trop révélatrice pour les yeux innocents du
du chroniqueur. Et dans un premier temps, Quotidien diffuse une vidéo que les deux influenceuses elles-mêmes ont publiée. On les entend dire « On est venu manifester parce qu'on est pour la France, pour la République et contre la réforme ». Et là, s'en suivent des rires gras des journalistes et du public. Donc j'ai pas très bien compris qu'est-ce qui était drôle. À croire qu'on peut pas faire un bonnet D, être jeune et puis avoir des revendications politiques. Et ensuite, il enchaîne en disant sans le son, on dirait plutôt qu'elles vont voir un match au Stade de France, comme si voilà, c'était la meilleure punchline que Nicolas Fresco pouvait lâcher à ce moment-là. Tu critiques l'auteur derrière le journaliste. Ça critique ici. Et donc Quotidien enchaîne avec d'autres vidéos de Toutatis et Polska lors des manifestations, toujours assorties de petits rires étouffés, de regards interloqués et de commentaires vraiment que je trouve pour ma part nullissimes du genre leur décolleté plus profond que le trou de la sécu. Bref, vraiment on l'a jamais faite. Et donc Polska par la suite a interpellé Yann Barthès et son chroniqueur sur les réseaux sociaux et il y a de nombreuses personnalités, je le raconterai tout à l'heure, qui ont apporté leur soutien. Alors perso, j'ai adoré la réponse de Polska. Elle dit: Yann Barthès, je vais m'adresser à toi parce que je ne connais pas le nom de ton chroniqueur aux cheveux gras. On va sur le terrain de l'agresseur. Tu as 48 ans et tu trouves ça normal qu'en 2023 on puisse toujours faire des chroniques hyper sexistes et misogynes, et c'est pas parce que c'est sous couvert d'humour que ça passe mieux. Voilà ce qu'elle dit. Ensuite, elle enchaîne en soulignant le fait que le chroniqueur ne s'est même pas attardé sur le plus important, c'est-à-dire la réforme et les mobilisations contre celle-ci, et il a préféré s'arrêter sur des faux ongles et un décolleté. Ensuite, elles ont fait une autre vidéo, donc Toutatis et Polska, ensemble, suite aux polémiques, en expliquant qu'en tant qu'influenceuse, elles manifestent à leur manière et elles tentent d'influencer positivement les jeunes en les incitant à manifester. Donc jusque-là, je pousse en l'air, quoi. Et il y a plusieurs personnalités qui ont exprimé leur soutien. Il y a Rokhaya Diallo sur Twitter qui a dénoncé des ricanements misogynes et classistes. Et il y a la députée LFI Nadège Abomangoli qui parle de manœuvres pour dénigrer le mouvement social contre la réforme des retraites et d'insupportable bourgeoisie et aussi d'arrogance. Donc moi, ce que je peux conseiller à Nicolas, c'est que voilà, tout le monde n'est pas un journaliste blanc parisien probablement bourgeois. Chacun se mobilise comme elle peut, comme elle veut. Et voilà, dénigre plutôt Macron plutôt que deux influenceuses qui tentent d'influencer positivement la jeunesse. Merci Audrey, parole d'évangile. Vraiment. Voilà pour mon loser de la semaine. Contrebalance de nouveau, vraiment contre Uno. Un petit winner peut-être, Mao? Alors un petit winner ou plutôt un fun fact, un fait marrant, c'est que l'actrice Gwyneth Paltrow est entendue en ce moment au tribunal pour un accident de ski. Elle est accusée par un opticien à la retraite, Terry Anderson, de l'avoir blessée en 2016 à Deer Valley, une station huppée des Rocheuses située au-dessus de Park City, qui est une bourgade touristique qui accueille le festival du cinéma de Sundance. Il est récurrent donc de voir quelques stars du grand écran slalomer sur ces pistes. Son avocate a déclaré à l'ouverture du procès que son client avait subi un préjudice estimé à plus de 3 millions de dollars. Wow. Moi j'adore ce côté exubérant des Américains. On élit Donald Trump, on mange des triple cheeseburgers et quand on glisse sur une frite on demande 4 milliards. Bon mais en vrai le mec a 4 côtes cassées et aurait des dommages irréversibles au cerveau et franchement, BG, moi aussi si je suis bousculée par Gwyneth Paltrow, je demande 3 millions, c'est pas du vol, c'est du militantisme anticapitaliste. Voilà, c'est comme prendre son rouge à lèvres à Monoprix, se reprendre ce qui nous est dû. Et alors, il y a juste des moments marrants, c'est que du coup comme c'est les États-Unis, même si c'est un vulgaire fait divers, même pas fait divers, un vulgaire fait de chien écrasé, bon, c'est filmé, il y a des scènes qui sont mises sur les réseaux sociaux. L'actrice a voulu offrir des douceurs sucrées en arrivant au tribunal aux huissiers, ce qui lui a été refusé. On avait l'impression qu'elle essayait de les soudoyer. Tremble société, on connaissait les pots de vin à base de milliards, mais ils existent aussi à base de cookies. Terry Sanderson, en tout cas l'opticien, serait obsédé par la plainte. Et le dossier était basé sur des allégations mensongères, selon l'avocat de l'actrice. On dirait presque qu'en fait c'est son seul lien avec la comédienne et que le mec est juste trop heureux de s'être fait renverser. Et je pense que cet été je vais m'inspirer de lui et je vais passer pas mal de temps allongé sur le sol devant la sortie de parking de la maison de Virginie Despentes, juste pour voir si enfin on pourrait faire connaissance autour d'un procès. L'actrice en tout cas affirme au contraire que c'est Terry Sanderson qui l'a heurté dans le dos. Son avocat assure qu'elle n'allait pas vite et qu'elle a pris peur lorsqu'il est apparu derrière elle. Cela l'a secouée et lui a physiquement fait mal, a-t-il affirmé. C'est vraiment genre retour au paradis quoi quand même quand il se passe pas grand-chose chez les bourgeois. C'est clair. En tout cas, si c'est le cas, si c'est lui qui l'a attaqué, moi je me dis le mec est un génie quoi. Il attaque et il demande de l'argent en dédommagement. C'est on dirait un mec qui t'agresse et quand tu parles, il est en mode qu'est-ce que c'est que ce mensonge, procès en diffamation. C'est drôle, ce serait drôle si c'était pas vrai. En tout cas, les images du tribunal sont hilarantes parce que même l'avocate du plaignant semble sous le charme de l'actrice. L'avocate en question, c'est une brune à peu près du même âge que la comédienne et on dirait qu'elle flirte quasiment avec l'actrice. Son langage non-verbal, il est genre hilarant. Tu sais, elle cherche sa validation, elle cherche à la faire rire. Elle est en mode, vous êtes tellement petite mais tellement pleine d'énergie. Enfin, en vrai, vous n'êtes pas si petite, madame. Tu sais, on dirait une fan qui, dans une vie antérieure, aurait voulu la connaître et elle essaie de se la mettre dans la poche. Alors, certains disent que ça peut être une stratégie afin que l'actrice se sente en confiance et lâche
cache quelque chose qui pourrait aller contre elle-même. En tout cas, on dirait moi quand je suis prise en difficulté avec quelqu'un et je suis en mode « Monsieur le policier, certes c'est de la beuh, mais enfin, ce joint, on peut le fumer ensemble. Vous avez l'air si drôle derrière cette matraque. Cette matraque. » Le sujet de la On semaine. va parler de quoi cette semaine? Vous avez des idées? Ultra cringe. On peut dire que c'est vraiment nul ou pas? Elle a osé. Évidemment, on sait de quoi parler, de quoi oser vous parler aujourd'hui. On va parler du nouvel album de Lana Del Rey. Elle a sorti 2 albums en 2021 et la mère du pop folk qui chante la tristesse revient avec un nouvel album sorti le 24 mars dernier. Did you know that there is a tunnel under Ocean Boulevard? Saviez-vous qu'il y avait un tunnel sous le boulevard de l'océan, le genre de phrase que moi je dis quand je cherche ma tante en fin de festival. Mais enfin bon, Lana Del Rey reste évidemment énigmatique et elle-même. Alors pour débrief de cette actu hot, on a la chance en studio d'être en compagnie de la journaliste et directrice de rédaction des Inrocks, Carole Boinet. On te redit bonjour, c'est un peu con, on se l'est déjà dit, mais ça fait toujours bien. Rebonjour, Duty. Merci d'être avec nous. On va parler d'elle parce qu'on a le sentiment qu'il y a un shift qui s'est opéré autour de cette artiste. Avant, elle était un petit peu méprisée par la critique et maintenant on dirait que la critique s'était prise d'elle. Et alors pour qu'on soit tous dans le même bain, de qui est Lana Del Rey, quelle est sa vie et tout, je propose qu'on fasse une biof. Une biof, c'est ma proposition d'une bio approximative. Ça, c'est pas bof, c'est genre une biof. Bref, un peu comme une mimole, mais enfin bon, on est des femmes, on a l'habitude. En tout cas, il y aura donc forcément des erreurs, des oublis, alors n'hésite pas à m'interrompre, Carole. En cas d'erreur, pour éclairer son portrait, tu peux imaginer qu'il y a un buzz imaginaire. Et pour m'interrompre, tu peux dire ACAB ou Darmanin d'émission ou n'importe quelle phrase. Je me disais, si t'as une phrase fétiche, baguette fromage, I don't know. Ok. Ouf, tu choisis quoi comme buzz? Darmanin d'émission, c'est bien. C'est bien. C'est toujours un bon choix. Je pense que c'est comme une crème du jour. C'est vraiment, ça rajeunit. Alors, notre artiste du jour, Lana Del Rey, est née le 21 juin. Ça, c'est bon, je l'ai regardé sur Wikipédia quand journaliste. Je suis allée aux sources de la source. Ce qui est marrant, c'est qu'elle est née entre 2 signes, Gémeaux et Cancer, alors que pourtant, elle est définitivement la queen des cancers. Ah oui, c'est forcément un truc féminin, donc on commence avec un truc très important, c'est-à-dire son astrologie. Il faut savoir que le cancer est censé être quelqu'un de très sentimental, d'intense dans sa manière, de se confier de façon énigmatique, et en même temps, en étant cash et pas cash, mais enfin, son premier album s'appelait Born to Die, quand même, né pour mourir, donc on est quand même avec une drama queen. Qui était-elle? Elle est née en 1985 à New York. Elle est autodidacte. Elle a appris le chant à l'école et dans les églises, jouant avec sa voix pour oublier la solitude du milieu scolaire. Elle a été rejetée visiblement. Ce que je peux comprendre, moi aussi j'étais rejetée à l'école primaire, tout ça parce que je marchais au plafond. Les gens se sont fermés. La découverte de la guitare lui fait prendre conscience des possibilités de l'écriture de chansons. Je sais pas, toi-même peut-être tu écris? Non, ouais, enfin outre oui. des articles, j'aime bien dire une journaliste. J'écris des articles. Toi-même. J'écris des articles. J'écris aussi de la fiction. J'écris pas de chansons. Voilà, je me demandais si l'écriture avait été peut-être pour toi un échappatoire hors boulot. Moi, c'est là-dessus que je me retrouve beaucoup chez Lana Del Rey. C'est justement, il y avait un mini Darmanin d'émission, mais j'ai pas osé le placer. Peut-être qu'elle est née à l'hôpital à New York, mais en tout cas, elle a grandi dans la forêt au nord de New York, à la frontière canadienne. Et c'est vachement important, en fait, la place de la nature, je pense, dans l'imaginaire de Lana Del Rey. Et c'était une enfant qui était très solitaire, assez mutique, ce qui explique aussi pas mal de choses dans son rapport aux médias. Elle a eu beaucoup de mal au début à donner des interviews, etc. Mais en tout cas, elle a beaucoup raconté, notamment aux Inrocks, qu'elle était très seule et qu'elle communiquait pas beaucoup avec son prochain. Et qu'en gros, elle se parlait beaucoup à elle-même, qu'elle vivait un peu dans sa tête. D'où le fait qu'elle avait du mal aussi à raconter à des journalistes sa création, pourquoi elle écrivait, pourquoi elle faisait de la musique. Ça a été difficile au début. Très bien, merci pour cet éclairement, parce que je ne l'avais pas. Intermède un peu long. Non, c'est hyper pas, intéressant. parce que vraiment, tu étoffes et merci d'avoir une expertise et de très bien faire ton métier, en fait, au final. Et la jeune femme écrit près de 500 morceaux sous le nom de May Jailer en 2005. On est sur quelqu'un déjà de très prolifique. Ok. Et donc, pour quelqu'un de fake, on est pourtant sur quelqu'un qui a vraiment ça dans le sang. Ces chansons restent d'ailleurs introuvables sur Internet. Je croyais qu'on pouvait les écouter. Je crois qu'elle a retiré, en fait, elle avait sorti un premier album. Ah, mais oui. Ouais, Ok. et en fait, elle l'a retiré. Ok. Et je crois qu'elle a eu vachement de mal même à le retirer des plateformes, etc. Et je crois que c'est Born to Die qui est inspiré, en fait, d'un des morceaux de son premier album qui s'appelait Yayo. Ok. Et donc, alors peut-être que des fans l'ont quand même téléchargé, l'ont uploadé sur YouTube, tu vois, il faudrait vérifier. Ouais. Mais en tout cas, sur les plateformes légales, etc., de streaming, je crois qu'il est plus du tout disponible. Pour elle, c'était comme un Skyblog honteux. J'ai l'impression, qu'elle voulait effacer et qu'elle voulait reprendre son départ avec Born to Die et un peu mieux maîtriser tout le truc. Et en parlant de maîtrise, alors elle n'en avait pas forcément avec quelque chose qui est l'alcool. À l'âge de 15 ans, ses parents l'envoient à la Kent School, pension très riche au Kentucky pour résoudre ses problèmes donc d'alcool. Et voilà, je ne savais pas qu'on avait tant en commun avec Lana Del Rey
et Renaud. Elle faisait beaucoup de bénévolat pendant ses études et notamment lorsqu'elle était à l'université. Elle raconte souvent qu'elle avait 2 options dans sa vie, soit faire de la musique, soit faire du bénévolat. Je trouve ça marrant comme diptyque. Tu sais, genre Barbara, elle disait soit je serais pute, soit je serais bonne sœur. Moi, j'étais en mode soit je serais artiste, soit je serais morte. Parce que toi, Carole, tu dis soit je suis à rock and folk, soit je suis aux un rock. C'était quoi, toi? Est-ce que tu avais déjà eu un chemin croisé de what? Ouais, mais il est un peu moins sexy. C'était soit je serais journaliste, soit je serais prof de fac. Alors, non, tu vois, il y a un côté ok, pourquoi pas. Je crois que tu allais me dire genre de l'audit, soit ça, soit consulting, vous comprenez? Oui, franchement, ça va. Spéléologue ou un truc un peu plus fun. En tout cas, le monde découvre Lana Del Rey avec un clip vintage rassemblant tout ce qui compose l'Americana, terme qui regroupe le folklore et les traditions américaines dont la chanteuse reprend les codes avec 2 titres emblématiques, Video Games et Blue Jeans. Elle est d'abord adorée et très vite elle est décriée dans son pays. Après un passage sur la scène du Saturday Night Live, déjà il y avait un truc, c'est que elle avait le droit à cette scène avant même d'avoir sorti son premier album, ce qui fait que des gens considéraient, si je me trompe pas, que c'était genre trop tôt et qu'elle avait un peu volé sa place. Et en fait, faut admettre que elle a mal géré peut-être son stress ou ses vocalises et elle chante pas très bien, c'est pas une très bonne perf et elle devient la risée du pays. Bon, déjà c'était une femme qui prenait de l'espace public, donc voilà. Bon, bref, son ascension fulgurante et ses figures de mannequin attirent rapidement les critiques et les moqueries. Une vidéo virale intitulée Lana Del Duck, fin jeu de mots. Del Rey, Del Duck, ouais. Okay. Remplace la voix de Lana Del Rey par une imitation de Donald Duck moquant ses lèvres pulpeuses. Et elle le dit en novembre 2012 dans une interview sur RFM et sur le plateau de C'est à vous que c'est la France et l'Angleterre qui ont sauvé son album et qui ont permis que ce soit un succès commercial, faisant référence au peu de reconnaissance des États-Unis à son égard. C'est vrai que moi j'ai un public, mais ma mère a peu de reconnaissance envers mes blagues. Quand je lui dis tire sur mon doigt, non, peut-être qu'on connaît la même chose, peut-être que des pays se trompent sur des artistes dont ils sont les parents. Ce qu'on adorait chez elle devient justement ce qu'on se met à détester, son personnage un peu artificielle parce qu'elle avait fait un peu de chirurgie et ses choix éditoriaux qui sont clairs. Voilà, justement, elle va avoir une image vintage. Pour la couverture des Inrecuptibles dont elle fait la une ce mois-ci, elle veut être dans le contrôle de l'image qu'elle donne, que son univers soit toujours bien retranscrit. L'autofiction est mal vue, alors que pourtant c'est toujours fait. Karl Lagerfeld s'est autofictionné, Chantal Thomas, je sais pas pourquoi je pense qu'à des couturiers, mais il y a plein de gens qui se créent un perso, why not quoi. En tout cas, en 2019, l'album Norman fucking Rockwell, toujours des titres vraiment improbables, on dirait des camoulox, met fin au débat avec ce qui reste à ce jour son plus grand succès critique. Est-ce que toi tu as adoré cet album? Ouais, beaucoup aimé, ouais, énormément. On considère justement que c'est plutôt une artiste qui a lancé un mouvement caractérisé par un tempo lent, des paroles désabusées, ce qu'on appellerait le sadcore, dont Billie Eilish et Lorde sont aujourd'hui les héritières. Elle est donc une source d'inspiration et aujourd'hui elle met tout le monde d'accord. Et on le voit puisque vous avez décidé de la mettre en couverture. Je te lance un peu là-dessus. Comment s'est fait ce choix? Comment s'est fait l'interview avec elle? Du coup, je suis obligée de faire un micro-flashback. C'est une grande histoire quand même avec les Inrecuptibles parce qu'on a dû être sa première couve en France en 2012. Je crois même que son album est peut-être pas encore sorti, Born to Die. On doit être à l'époque de Blue Jeans et Video Games. Et en fait, J.D. Beauvalet, qui à l'époque est rédacteur en chef, flash complètement sur sa musique, demande immédiatement une interview et fait la couve en marquant naissance d'une icône. Et en fait, il se passe un truc entre deux, c'est-à-dire ce qui peut se passer parfois entre un journaliste et un artiste. Il y a une sorte de complicité qui se forme. Et elle, en fait, prend un peu JD, mais elle le raconte pour une sorte de confident. Elle aime bien son regard sur sa musique. Et donc, elle lui parle vachement librement. Et ensuite, du coup, naît une complicité à travers J.D. Beauvalet entre les Inrock et Lana Del Rey qui fait, j'ai pas compté, j'aurais dû, mais je pense, elle a dû faire au moins 5 couves voire 6 du magazine depuis 2012. Rien qu'en 2012, elle a fait 2 couves. Donc on l'a remise en couve genre en novembre parce qu'il y a une réédition de Born to Die où là c'était genre la consécration après la naissance d'une icône quoi. Et à chaque fois, c'est vrai que ces interviews sont beaucoup plus libres et intimes et précises que dans les autres médias. Et d'ailleurs, elle donne très peu d'interviews et donc là, nouvel album que nous on reçoit en amont et qu'on aime bien. On se dit ah ouais, il se passe un truc parce qu'en plus il est assez complexe, je trouve, mais on peut y revenir plus tard dans l'album. Et donc, bon, ça nous intéresse d'un point de vue éditorial. On lance la demande d'interview. Moi, immédiatement, je me dis, c'est rigolo, même si J.D. Beauvalet est parti des Inrecuptibles, qu'il poursuive, en fait, son histoire avec Lana Del Rey et qui pige pour nous et qui fasse... Là, c'est lui qui l'a interviewé de nouveau. Et qui fasse cette interview, même si j'avais très envie de la faire. Et donc, J.D. a fait l'interview de Lana Del Rey. En fait, Lana Del Rey, elle communique, comme beaucoup d'artistes, via, en fait, sa production artistique, qui est l'album. Donc après, nous, en tant que journalistes, et puis j'espère lecteurs et lectrices,
on aime bien aller un peu plus loin avec des interviews, comprendre la fabrication, etc. Mais déjà, en fait, il y a un vrai discours qui se trouve dans son album. Et donc, la photo, ce que je vous racontais en off tout à l'heure, c'est donc Neil Krug, un très bon photographe qui est un des meilleurs amis de Lana Del Rey, qui la suit maintenant depuis longtemps, et donc qui signe la pochette de son nouvel album. Et dans tout le shooting qu'ils ont fait ensemble, ils ont pris cette photo que Lana Del Rey, donc elle est assez marrante, hein. Elle a choisi la photo pour la couve, ce qui est un peu étrange. Moi, je lui ai dit, mais en fait, nous, on est un magazine, donc tu peux pas choisir la photo. Enfin, c'est un dialogue, tu vois. Et au début, j'avais pas vu la photo. Et je lui dis, mais attends, moi, si la photo, elle me plaît pas, tu vois, je la passe pas, en fait. C'est pas parce que t'es Lana Del Rey. Enfin, tu peux pas nous menotter comme ça, quoi. Finalement, là, elle envoie la photo nous plaît, thanks God. Même si au début, j'avais un doute, tu vois, sur le noir et blanc, je me suis dit, putain, ça se trouve, on la voit pas assez, machin, nan. Et elle a un côté comme ça, tu vois. Moi, je vous file une photo, par contre, c'est exclu. Elle apparaîtra jamais nulle part ailleurs, donc ce qui est quand même assez cool, tu vois. Et c'était un grand photographe, Neil Krug. Donc on a dit oui. Mais tu vois, c'est à ce point-là aussi de contrôle, quoi. Ouais. Mais en tout cas, moi, pendant mes interviews, j'aime bien prendre le rôle un peu de la psy / sociologue / meilleure amie pendant une soirée pyjama. Et donc, comme les chansons de Lana Del Rey sont assez propices à l'expression des sentiments, parfois même au torrent de larmes, j'aimerais bien te poser des questions un peu plus intimes et politisées à propos de ce nouvel album. Si tu es d'accord. Je vais essayer d'y répondre. Mais... Alors, perso, j'ai entendu pour la première fois Lana Del Rey avec Video Games. Je crois que j'étais en première année de la fac, donc c'était en 2011, si je ne me trompe pas. Et je l'écoutais vraiment en boucle et je me prenais un petit peu pour une artiste maudite dans ma chambre d'ado. Et toi, je sais pas comment tu as connu Lana Del Rey, par quel biais, par quelle chanson? Alors moi, j'étais déjà en stage aux Inrocks. J'ai découvert en gros Lana Del Rey avec les Inrecuptibles et avec Video Games, la même chose. Et en fait, ce qui était assez étonnant, mais tu t'en rappelles aussi bien que moi, c'est qu'en fait, son clip était complètement attaché au morceau. C'est-à-dire que on commentait autant le clip que le morceau. Et d'ailleurs, ça allait un peu trop loin. Ça s'est vachement transformé en fait en slut-shaming, en sexisme, où tout le monde détaillait sa façon de se vêtir, justement, son côté duckface. Est-ce qu'elle a fait de la chirurgie esthétique ou non? C'est qui cette bimbo? Et je pense qu'elle en a beaucoup souffert. Mais c'est vrai que directement, en fait, Lana Del Rey, ça a été de la musique, mais de l'image, quoi. C'est vrai. Il y a eu un truc, en fait, au même moment. Un univers complet. Ouais, et ça ne l'a jamais quitté, en fait. Finalement, on continue de décortiquer autant son univers d'image que sa musique. C'est vrai, mais justement, tu parles du clip et effectivement, je l'avais aussi découvert à travers ce clip-là, qui était, comme tu le disais tout à l'heure, Mao vintage, mais aussi très homemade au final. On avait un peu l'impression que c'était fait avec les moyens du bord. Je sais pas si pour toi, il y a toujours cette atmosphère un petit peu homemade dans ce que fait Lana Del Rey, ou si ça a un peu changé, j'imagine, forcément avec beaucoup plus de moyens, des grosses productions, etc. Mais est-ce qu'il y a toujours, selon toi, cet aspect un peu homemade? Ouais, carrément. Par exemple, John Baptiste Interlude, qui est un interlude donc dans son dernier album, qui est un moment en fait d'un prêche qui rompt vraiment en fait le déroulement de l'album, tu vois. Et en fait, je trouve que dans cet album, à plusieurs endroits, il y a 7 interludes, mais il y a d'autres endroits où vraiment on retrouve en fait des moments sonores qui n'appartiennent pas directement en fait à la production musicale, qui sont un peu piochés ici et là. Et donc il y a plein de moments comme ça, très en fait collage, ce que j'allais tu vois, dire, collage, patchwork, DIY, etc. Donc elle a toujours un peu gardé ça, je pense. Après, à mon avis, oui, elle s'est quand même acheminée vers une production qui est un peu plus classique, qui est assez orchestrale, qui est très maîtrisée. C'est super intéressant. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui font ça. Moi, quand je repense en tout cas à ses premières chansons et à l'époque où je l'ai découverte, je ressens pas mal de nostalgie. À la fois parce que dans ces chansons, il y a beaucoup de mélancolie, mais aussi parce que c'était vraiment une ère où je découvrais ce genre de musique. C'était quelque chose que j'avais jamais vraiment entendu, voilà, toute cette mélancolie, ces rythmes très lents, comme tu l'expliquais très bien tout à l'heure. Et j'aimerais bien savoir pour toi, qu'est-ce que ça évoque les premiers pas de Lana Del Rey, hormis l'aspect voilà mélancolique, homemade. Pour moi, Lana Del Rey, en fait, ce qui m'intéresse au-delà de la texture de sa voix que j'aime énormément, c'est pour moi, c'est un peu comme Joni Mitchell ou Cat Power. C'est vraiment des chanteuses qui ont une voix qui me touche et me trouble instantanément. Tu vois, après, ça, c'est des choses un peu magiques de la musique qui te parlent ou te parlent pas. Il y en a d'autres, ils sont complètement hermétiques à Lana Del Rey. Ils aiment justement pas sa voix. Enfin, mais moi, ce qui m'intéresse aussi chez elle, c'est justement tout son travail, toute sa recherche et tout son humour aussi autour justement de l'imagerie à la fois américaine, donc l'Americana, mais aussi tout le
fantasme, c'est-à-dire la construction d'une image à partir d'autres images. Elle pioche dans tout l'imaginaire. Donc, on reconnaît la femme au foyer des 50s. Un autre coup, c'est une pin-up. Elle fait Jackie Kennedy aussi dans National Anthem. Ouais, bien sûr, Jackie Kennedy dans le clip avec A$AP Rocky. Et en fait, elle va comme ça s'amuser avec toutes les images qui peuplent en fait notre imaginaire collectif, qui à la fois appartiennent aux États-Unis, mais pas que. Et donc, en fait, elle, je sais qu'elle le sait, mais je sais pas si le public le voit, c'est-à-dire qu'elle mène vraiment toute une réflexion de mise en scène de l'image et de la production de l'image. Et donc, elle critique aussi, je pense, et elle s'amuse de notre constante fantasme d'image, recherche d'image. Et elle montre qu'en fait, il n'y a pas vraiment de vérité. Le passé est souvent hyper fantasmé, notamment aux États-Unis. Et je pense qu'elle se moque de tout ça. C'est pour ça que j'ai jamais vraiment compris qu'on lui reproche son inauthenticité. Alors que pour moi, c'est un travail artistique, justement, sur l'image et sur comment, en fait, parfois, l'image peut être plus réelle que le réel, ou comment l'image peut mentir, comment on est peuplé d'images et on est noyé par les images. Et justement, elle s'amuse aussi de l'image de la femme et des femmes, en reprenant d'ailleurs son pseudo Lana Del Rey. C'est construit à partir de Lana Turner, qui est une actrice classique hollywoodienne qui fait partie de la grande fantasmagorie du vieil Hollywood, qui a joué notamment dans Le Facteur sonne toujours deux fois. Bon bah, ça dit tout quand on a dit ça. C'est-à-dire que Lana Del Rey, elle va s'amuser avec tout ça. Elle va s'amuser avec l'image de Marilyn Monroe, avec Jackie Kennedy, avec Lana Turner. Elle va s'amuser avec tout le fantasme qu'on a autour de la Californie. Le côté, on roule au volant d'une décapotable, au bord de l'océan, etc. Mais à la fois, il y a du premier degré, mais il y a un pas de côté chez elle qui fait qu'on sent qu'en fait, elle met à distance. Mais au final, c'est une artiste assez incomprise, du coup, puisque ce second degré-là, je suis pas sûre que tout le monde l'ait compris. Mais je pense que c'est une artiste hyper complexe, Lana Del Rey. Je sais pas si elle est incomprise, mais je pense qu'il y a plein, en fait, de couches de compréhension dans son œuvre. Il y a à la fois la couche frontale qui est la beauté de, de son orchestration, de sa voix, de ses textes. Et puis, en fait, il y a plein de sous-textes à décoder chez elle. Rien qu'une photo, je pense qu'on peut passer 1 heure à l'analyser. Finalement, si on tire les ficelles. C'est quelqu'un, en fait, qui soigne sa production, mais je pense pas tant pour tout verrouiller que aussi pour produire, justement, de l'artistique, mais dans tous les domaines. En termes d'image, en termes de musique, en termes de clips. Et c'est ça qui m'intéresse chez elle. Tout à l'heure, tu évoquais l'image aussi de la femme au foyer. Dans pas mal de ses clips et dans ses chansons, elle parle beaucoup d'amour, de couple. Et on l'a beaucoup accusée de faire l'apologie de la violence domestique et des relations toxiques, notamment avec la chanson, je crois, qui s'appelle Ultraviolence. Toi, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, j'en pense que c'est un aspect qui fait totalement partie de son univers, qui est quand même un peu gothique, mais le gothique version États-Unis du Sud, littérature gothique, etc. Il y a tout ce côté-là qui vraiment est au fondement, je pense, du geste artistique chez Lana Del Rey. Après, à mon avis, je crois pas qu'elle fasse l'apologie. Je pense qu'en fait, elle raconte de façon assez, pour le coup, premier degré, un peu frontale, ses amours et donc ses catastrophes amoureuses. Parce que c'était pour les dénoncer, du coup. Je crois pas qu'elle dénonce. Je crois qu'en fait, elle raconte ce qui lui arrive. Et je crois qu'en fait, mais elle l'avait dit dans des interviews qu'elle a un rapport à l'amour qui est violent. C'est-à-dire qu'elle n'a connu que de la violence. Elle n'a reproduit du coup que des schémas de violence, qu'en fait elle ne s'en sort pas. Et en fait, elle raconte ça dans ses morceaux. Après, cela étant dit, la fameuse punchline qu'il y a, je crois, dans Ultraviolence, où elle dit « You hit me and it felt like a kiss », je peux pas la cautionner. Après, je peux pas la cautionner. Qu'une autrice décide d'écrire sur elle ce qu'elle a subi, et c'est aussi ça, c'est la violence conjugale. Enfin, c'est d'ailleurs ce qui questionne beaucoup de gens, c'est-à-dire pourquoi une femme qui est battue par son conjoint ne part pas, pourquoi est-ce qu'elle reste, etc. Finalement, Lana Del Rey, elle a tout résumé dans cette phrase. Le mécanisme d'emprise. Bah oui, voilà, you hit me and it felt like a kiss. Enfin, ça résume tout. Donc c'est là où je sais pas si elle fait l'apologie. Après, reste que cette phrase, je la trouve maladroite. C'est-à-dire, je trouve que soit tu mets un peu plus de contexte, et d'ailleurs, je crois qu'elle ne la chante plus en concert. En fait, elle n'aime plus cette phrase. Elle la trouve too much et un peu agerbée, quoi. J'ai une autre question touchy pour toi, puisqu'il y a eu balance. Il y a eu d'autres accusations, notamment en 2020, parce qu'elle avait fait un post Instagram où elle affirmait être un peu une paria et être ciblée à cause des sujets de ses chansons, qui tournaient beaucoup autour de ce qu'on a dit, des relations toxiques. Et elle citait Doja Cat, Ariana Grande, Cardi B, Kehlani, Nicki Minaj et Beyoncé en disant que elle pouvait chanter à propos du fait d'être sexy sans faire face à des critiques similaires. Et il y a beaucoup de personnes
qui ont relevé que la star, elle avait principalement cité des femmes racisées et que ces commentaires-là, ils ignoraient de manière assez flagrante les critiques que ces artistes noirs et racisés ont reçues et continuent de recevoir d'ailleurs pour avoir confiance en leur sexualité et l'exprimer dans leurs chansons. Toi, je sais pas ce que t'en penses de toute cette polémique. Je me souviens d'avoir regardé ça avec un peu de distance, mais je me suis un peu replongée dedans et je sais qu'elle avait répondu en disant que évidemment elle n'était pas raciste, mais je sais pas si toi elle avait dit évidemment qu'elle avait une amie noire, enfin bon, Nadine Morano. Je sais pas si toi t'avais suivi la polémique et ce que t'en avais pensé. Ouais, je vois bien la polémique. Je sais pas ce que j'en pense, tu vois, si c'est de constater effectivement que je ne comprends pas pourquoi en fait elle va chercher une sorte de rivalité féminine, tu vois, et là pour le coup c'est elle qui l'installe, quoi, alors qu'elle pourrait juste parler justement de son traitement médiatique sans forcément impliquer tous ces artistes qui en plus se révèlent être comme de par hasard toutes des artistes racisées. Donc oui, à part être interloquée comme vous, je pense, et pas bien comprendre où elle veut en venir, je pense que et là je suis pas du tout là pour défendre Lana Del Rey ou quoi que ce soit, hein, c'est pas ma pote, juste son non mais son projet artistique m'intéresse, tu vois, ça va pas plus loin que ça, mais je pense malgré tout que c'est quelqu'un qui a énormément souffert de la réception médiatique de son œuvre dès 2012, tu vois, j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment le slut-shaming, le sexisme, le fait que vraiment on se soit retrouvé avec, tu vois, des articles qui limite disséquaient un peu en fait son physique, quoi. On parlait de sa bouche, on parlait de ses yeux de biche, et puis tu vois, c'était tout le vocabulaire, quoi, la diva, la biche, l'angoureuse. Bien sûr qu'elle en joue, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que on a oublié qu'en fait c'était une artiste qui aussi jouait un rôle, qui maîtrisait son image, etc. Et on l'a vachement résumée à une sorte de petite poupée un peu ridicule. Et d'ailleurs, il y a eu vachement de rumeurs à l'époque sur c'est pas elle qui écrit sa musique, son papa est riche, il tient les cordons de la bourse, ce qui est faux. Et il y a eu plein de choses comme ça qui prouvent quand même que, comme d'habitude, dès qu'une femme sort un album, dès qu'une femme réussit, dès qu'elle a du succès, non, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière, on nous cache quelque chose, c'est pas possible que elle soit donc plastiquement belle, et encore qu'est-ce que la beauté, enfin qu'elle corresponde à des normes esthétiques, tu vois, et qu'en plus elle fasse de la si bonne musique. Bah si, en fait, enfin lâchez-lui la grappe, quoi, tu vois. Et à un moment, si cette meuf, elle veut être sexy, elle veut faire un dogface et elle veut chanter des morceaux sur l'amour, qui suis-je pour critiquer? Enfin, tu vois, libre à elle, si j'ai pas envie d'écouter, j'écoute pas. Et d'ailleurs, est-ce que tu as une chanson préférée dans cet album-là? Oui, je crois que c'est la chanson qui a donné son titre à l'album. Ok. Ouais, Did You Know, c'est d'ailleurs la chanson qu'elle a sortie en premier, je crois, Did You Know There's a Tunnel on Ocean Boulevard. Je voulais essayer de voir si je pouvais le prononcer, que je trouve pour le coup très classique, très simple, mais hyper belle, quoi. Moi, c'est vraiment, pour moi, c'est de la beauté pure. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui me touche énormément. Mais tu vois, il y a des gens, il y a un collègue qui me disait hier, c'est marrant, mais ça ne me touche pas, quoi. C'est-à-dire, je trouve, lui, il trouve que c'est trop lisse, que c'est trop produit, ça ne l'atteint pas, et c'est marrant, moi, ça m'atteint directement, quoi. Ouais, je vois bien l'affiliation, tu vois, avec Johnny Mitchell, je vois bien aussi, j'aime beaucoup une autre artiste qui s'appelle YS Blood, avec qui d'ailleurs Lana Del Rey avait collaboré, qui est une artiste qui est basée aussi à Los Angeles, et qui est un peu dans la veine Lana Del Rey aussi, tu vois, moi, c'est aussi un type de musique que j'aime bien, à laquelle je suis particulièrement sensible. Ouais. Du coup, c'est parfait, ça me fait une très bonne transition pour ma question suivante qui est à propos du titre, que beaucoup de gens ne comprennent pas et trouvent très énigmatique. Toi, est-ce que tu as des théories? Est-ce que tu as lu des choses à ce sujet? Elle l'a expliqué? Ouais, alors je ne sais plus, peut-être chez nous ou chez Interview, mais en tout cas, elle a expliqué, a priori, en fait, Ocean Boulevard, donc le boulevard donc, qui existe, quoi, qui longe l'océan, elle était tout le temps dessus en voiture, vers Long Beach, et en fait, a priori, il y aurait eu un tunnel à une époque, hyper beau, en fait, qui existait sous le boulevard, et qui était, en fait, je crois, tapissé de mosaïques. Je crois qu'il a été conservé, et qu'en fait, c'est une sorte de référence à ça. Merci d'avoir résolu cette énigme, ce mystère. Mao, est-ce que tu as d'autres questions sur le sujet? En fait, c'est une question qu'on avait toutes les deux avec Audrey quand on préparait cette interview et de parler de cet album. C'est qu'on avait la sensation que le regard en fait général sur la pop avait changé. On avait l'impression que souvent la pop, elle était décrédibilisée et vue de manière un peu méprisante parce que c'est souvent des artistes féminines qui l'interprètent, comme Ariana Grande ou Taylor Swift ou Lana Del Rey, interprétées par des fans qui ont beaucoup une fanbase féminine qui tendrait du coup au ridicule, et ça s'applique du coup même à des hommes aussi. On se disait les One Direction, on n'a jamais considéré
considérer leur musique. Je sais pas si elle est considérable, mais il y avait aussi ce côté de toute façon, c'est des petites meufs qui le kiffent, donc. Et peut-être un côté aussi classiste, parce qu'on se disait, t'as des gens qui, par posture, vont tout de suite dire que c'est nul, parce que c'est écouté par les masses, et que donc ce serait pas de bonne qualité, le peuple a toujours tort. Est-ce que toi, tu trouves qu'il y a un changement de regard sur la pop, la musique pop? Ou pas? Ou si tu trouves que toujours c'est méprisé? Il y a un côté, en fait, ça a commencé dans le monde anglo-saxon, où tu vois la séparation, ce qu'on appelle highbrow, high culture et low culture, tu vois, qui est très présente en France, existe beaucoup moins dans le monde anglo-saxon. C'est-à-dire, ça fait très longtemps, par exemple, que les cultural studies, donc à l'université, ils étudient aussi bien Andy Warhol que Beyoncé, que Kim Kardashian, que, je sais pas, l'impact de TikTok sur la musique. Enfin, tu vois. Oui, nous on est toujours là en mode genre Molière, ce n'est pas du théâtre de boulevard. Et en France, on est toujours dans un truc de non, nous on étudie Racine, Flaubert, et par contre, on peut pas faire entrer Beyoncé. Jamel Comedy Club. Voilà. Et donc, la France, elle est très, très lente à s'emparer de la question de la pop. Tu vois, pour des questions, je pense, très snob et classistes, tu vois, un peu de, en fait, c'est mainstream, c'est du divertissement de facto. Pourquoi le divertissement, c'est toujours mauvais? Moi, ça me sidère, ça. Donc, il y a du divertissement qui est hyper intéressant. Enfin, on peut faire un divertissement. Ça fait du bien à un peuple, on peut faire un divertissement qui n'est pas très intéressant. On peut aussi traiter du divertissement sans parler de l'œuvre en elle-même, mais du phénomène et de pourquoi un divertissement devient, par exemple, un phénomène de masse, pourquoi il parle à autant de gens, pourquoi il réunit des gens. Tu vois, il y a plein de portes d'entrée aussi là-dedans. Je pense que tout ça, ça change. Et donc, finalement, je reviens à ta question. En fait, ce qui se passe dans le monde anglo-saxon depuis maintenant un paquet d'années arrive depuis quelques années en France. Donc, ça change un petit peu. Tu vois, je crois que c'est Normal Sup qui avait quand même fait des cours ou alors des masterclass autour de Beyoncé. Oui, c'est vrai. Ça change un petit peu, tu vois. C'est lent. Mais je pense qu'il y a quand même un intérêt, tu vois, parce que de toute façon, on baigne tous dans Internet. Oui. Donc, à un moment, tu peux pas juste dire, moi, je vais étudier Racine et je sais pas, je vais faire comme si TikTok n'existait pas, comme si Beyoncé n'existait pas, comme si, en fait, rien n'existait à part, tu vois. T'es obligé de remettre en question un peu, en fait, l'histoire qu'on nous inculque et qu'on instruit depuis des années, tu vois. Ouais. On commence à donc, dire je pense que ça change. Bourgeois. Après, pour revenir, tu vois, à la question du sexisme, est-ce que c'est genré? Moi, je pense que ça, de toute façon, les femmes, tu vois, et plus largement les minorités politiques, de toute façon, s'en prennent plein la gueule. Enfin, ça ne change pas tellement à leur acte. Enfin, ça change, mais c'est minime, quoi. C'est un petit peu, tu vois. Mais ça date depuis hyper longtemps. Genre, une des artistes favorites de Lana Del Rey, que j'aime beaucoup, Joni Mitchell, qui est une artiste, en gros, californienne des années 70, a été ultra méprisée par les critiques musique. Je croyais qu'elle était hyper pointue. Mais c'est parce que par certaines personnes, et puis ensuite elle a été réhabilitée il y a pas très longtemps en mode en fait c'est quand même hyper intéressant. Comme la critique en plus musique était principalement faite par des hommes pendant des années, qui se foutaient trop de sa gueule avec sa guitare sèche. Ah ouais, Joni Mitchell qui chante ses petites complaintes d'amour avec sa petite guitare sèche, alors que c'est sublime. Elle a une voix démente, ses compos sont ouf, ses textes sont ouf. Enfin, je veux dire, Joni Mitchell pour moi c'est comme Neil Young. Enfin, c'est au même niveau. Je vois pas pourquoi Neil Young, en fait, est plus adoubé que Joni Mitchell. Oui, on se faisait cette réflexion que quand un homme va se donner un air un petit peu pénétré et torturé, on va dire que c'est adorable et qu'il s'agit d'un vrai artiste, et tandis que quand c'est une femme, non. Comprennent l'œuvre d'une femme de façon très pragmatique en disant voilà pourquoi c'est intéressant, voilà pourquoi c'est pas intéressant. Bon, bah là, ça relève du. Tu vois. Oui, si on fait preuve d'honnêteté intellectuelle et qu'on parle pas d'une impression. Voilà. Mais en fait, je trouve qu'on arrive toujours sur le physique, sur les apparences et sur elle fait toujours mal, quoi. Est-ce qu'il y a un mot de la fin dont on n'a pas parlé, quelque chose que tu aimerais rajouter sur Lana Del Rey? Ça peut être sur son œuvre ou une réflexion. Est-ce qu'en marchant, en nous rejoignant, tu disais grave que je disais aux meufs que en fait c'était philosophique? J'avais pris des notes en plus. Je t'en prie, j'adore quand les gens regardent leurs notes. De vieilles interviews que j'avais adorées chez nous. Dans sa première interview aux Rock, à la question comment expliques-tu à tes producteurs le son unique que tu désires pour tes chansons, elle avait dit: je leur demande par exemple que les cordes sonnent comme la rencontre d'American Beauty et de Bruce Springsteen à Miami, où je leur dis pense à une lycéenne qui fait le mur pour aller se défoncer. et je trouve que non seulement elle a trouvé des mots qui résument assez justement quelque part sa musique, mais j'aime bien en fait aussi ce côté, tu vois, où on voit bien que les images et la musique sont vachement liées chez elle. Et je pense que c'est quelqu'un qui vit un peu dans un autre monde. Je sais pas si on est dans le même monde que Lana, en fait. J'aime bien qu'elle parle comme ça en image. Tu vas comment comme des vagues sur un rocher, tu vois. Tu vas te mettre à parler comme ça. J'ai trop envie de me la jouer dramatique. Et le dernier mot de la fin, dis-moi. Quand même. Bah, excusez-moi, enfin... Acheter les Inrecuptibles avec l'interview exclusive. Sauver la presse papier. Non, mais oui, vraiment, en plus...
j'aime beaucoup la couverture. Justement, tu parlais du noir et blanc tout à l'heure. Je trouve que ça change. Et lisez l'interview, du coup. Oui, de JD. Et voilà. Gros bisous au monde de la presse. Comment est-ce que j'avais ce truc-là? Bisous à tous nos journalopes et à tous nos pigistes. Vous êtes merveilleux, merveilleux. Bisous à Lana Del Rey. Et bisous aussi à Carole Boinet. Merci beaucoup d'avoir apporté ton regard et ton éclairage sur ce sujet. 1000 bisous. Aïe, oula, le feu ça brûle. Ça me fascine. Au bûcher. Ok. Ding dong, c'est la sorcière. N'importe quoi. C'est l'heure de la rôtisserie, il est temps de passer au grill si vous avez été vilain ou vilaine. Ouh là là, j'irai brûler en enfer avec vous aussi, vu toutes les flammes que je vais cracher dans cette chronique. Et toutes ces flammes, je vais les cracher sur les violences policières. 2 manifestants sont entre la vie et la mort à Sainte-Soline, après une mobilisation contre les bassines d'eau. On a tous vu aussi ces images virales de coups gratuits, d'arrestations arbitraires, des accusations de violences sexuelles à Nantes. Bref, il fait beau au pays des droits de l'homme. Réaction des principaux intéressés, eh bien Gérald Darmanin l'a annoncé ce mardi 28 mars, alors que nous sommes en train d'enregistrer et qu'une nouvelle journée de mobilisation a lieu. Il n'y a jamais eu de dispositif policier plus fort qu'aujourd'hui. Plus de 13 000 policiers sont déployés partout en France et rien que 5 500 à Paris. Les manifestants, ce n'est pas qu'ils sont plus dangereux que dans les années 70. Ce qui a changé, c'est plutôt que les policiers sont devenus plus dangereux. Rien que parce que leur uniforme a changé. Ils sont plus armés. Et ce qui a changé aussi, alors ce n'est pas l'impunité, elle demeure évidemment, mais par contre maintenant on peut avoir des preuves grâce à nos appareils photo, grâce à nos portables. Et alors, je sais pas si vous vous rappelez que tout est fait pour qu'on puisse quand même être muselé. Il y a 2 ans, Darmanin avait tenté de faire passer une loi contre le fait de filmer les policiers. Ça s'appelait la loi de sécurité globale. Et j'étais vraiment en mode genre sécurité globale. Tu sais, il y a rien de global. Il y a que du perso. Une loi comme ça, je veux dire, ça ne concerne que les policiers. C'est comme un mec qui aime que se faire sucer et qui rend jamais les cunis. Ça me fait penser au délégué de classe qui disait « Franchement, je pense que c'est dans l'intérêt global de la classe qu'on ait des contrôles surprises. En fait, ce serait pas mal pour lutter contre les bavardages qu'il y ait des dénonciations anonymes. Nique ta mère, Melchior, en fait. C'est que dans ton intérêt à toi. Il y a que toi qui veux aller à Henri IV ici. Sécurité globale. J'ai jamais vu un truc porter aussi mal son nom. Et alors en plus, c'est juste la sécurité de quelques-uns les plus armés contre beaucoup plus seulement armés de leur téléphone. On arrache au plus faible sa dernière défense. C'est continuer d'écraser celui qui est déjà à terre. Moi, je fais pas des tribunes pour dire que non, Renaud, t'es pas toujours debout, t'es souvent assis avec une bière. Et alors, la brave, qu'est-ce que c'est? C'est l'unité de policiers dont on entend le plus parler. Les brigades de répression des actions violentes motorisées sont des brigands, mais aussi des brigades mobiles constituées de binômes à moto. C'est un espèce de binôme où un mec est sur la moto et l'autre peut descendre au sol pour frapper dans le tas. Ça rappelle les voltigeurs responsables de la mort de Malik Oussekine en 1986. Ils sont recrutés dans des agences d'entreprises privées de sécurité, par exemple celles qui s'occupent des supermarchés ou des parkings. Ce qui explique le fait qu'ils n'ont aucune déontologie. Ce sont des personnes qui ont littéralement le moins possible de formation policière. Et est-ce qu'on demande à un boucher d'être chirurgien? Non. Parfois, mais en temps de guerre. Évidemment, ils sont visés par une pétition réclamant leur dissolution. Ça a été lancé par la France Insoumise. Pour l'instant, elle est signée par plus de 138 000 personnes. J'ai signé. Car elle peut déclencher un débat en séance publique à l'Assemblée nationale si on atteint le seuil de 500 000 signatures. Alors vous savez quoi faire après avoir écouté ce podcast. Moi je dis, il faut tous qu'on dénonce. Je pense que si on continue, Bérou est à 2 doigts de faire « Oh !» Stop à l'impunité. C'est normal de dénoncer les violences policières. Il faut assumer ses erreurs quand on en fait. En tout cas, dans 3 ans, si on continue la dystopie, c'est que les gens perdent leurs yeux en manif. Je veux dire, littéralement, ils les perdent, comme quand tu laisses tomber une bille. Ah, en fait, pardon, c'est pas une dystopie, c'est maintenant. C'est quoi ta reco? Whatever. Franchement, c'est vraiment hyper niche. Je l'ai vu sur Twitter. J'ai pas envie d'être méchante. Mais j'adore. C'est l'heure de la reco Antello. Pour vous, j'ai épluché les programmations des musées, j'ai chiné les dernières sorties de bouquins, et puis j'ai même passé en revue la liste des événements sur Facebook, c'est pour dire. Tout ça pour vous pondre une reco culturelle que même votre pote le plus artsy ne connaît pas. Alors cette semaine, je vais vous parler d'une série qui est diffusée en ce moment même sur Amazon Prime, qui s'appelle Swarm, de Donald Glover. Il est plus connu sous le nom de scène de Childish Gambino. C'est une série qui a été co-réalisée par Janine Nabers, si je prononce bien son nom. Et il y a même Malia Obama, donc la fille aînée de Barack Obama, qui a également contribué au scénario. Alors le synopsis, il est assez court. Je vous le lis, c'est l'obsession d'une jeune femme pour une pop star prend une sombre tournure. Alors c'est très vague, mais c'est assez intriguant. Moi personnellement, j'ai regardé que 2 épisodes pour le moment et je suis déjà fascinée. Donald Glover, il en est pas à son premier coup d'essai en termes de série. Je sais pas si tu connais l'excellente série Atlanta, qui a été multi-récompensée, multi-nominée. Non, t'es en mode, c'était quand même la série, meuf. Pardon. Non, moi-même, je l'ai pas regardé,
donc. non, ok, parfait, c'est trop drôle. Mais en tout cas, c'est une série que tout le monde me recommande de regarder et qui a été créée du coup par Donald Glover également. Donc pour en revenir à Swarm, sous couvert un peu de parler d'une pop star inventée de toutes pièces et d'une de ses fans un peu trop impliquée, c'est le moins qu'on puisse dire, la série en fait elle parle des fandoms toxiques. Alors le fandom, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est la sous-culture qui est propre aux fans d'une personne, d'un groupe ou alors d'un phénomène. Et c'est aussi tout ce que ces fans-là vont créer autour de ces personnalités. Donc des fanzines, des fanfictions, du fan art. Alors normalement ça reste assez bon enfant, des petites BD et des magazines, mais il y a des dérives. Et c'est d'ailleurs le sujet de la série, même si ça parle pas explicitement des Swifties, donc c'est les fans de Taylor Swift, ou alors des Beliebers, c'est les fans de Justin Bieber. On comprend vite que l'artiste fictive qui s'appelle Nyjah, dont est fan le personnage principal Dre, il est fortement inspiré de Beyoncé et de sa communauté. Dans la série, en fait, on est témoin des dérives du Swarm. Alors le Swarm, en fait, c'est essaim en français. Donc voilà, on reconnaît un petit peu la référence à Beyoncé et à sa communauté qu'on appelle Beehive et qui veut dire ruche en français. Donc en gros, c'est les fans de la Queen Bee, Beyoncé. Et la série, elle suit les aventures de cette fan complètement obsédée qui s'appelle Dre, comme je disais tout à l'heure, et qui se met tout simplement à tuer toutes les personnes qui ne sont pas fans de Nyjah. Voilà, j'adore. C'est radical. Non mais ça a l'air trop fun. Et donc c'est des actes violents qui rappellent aussi la violence avec laquelle certains fans dans la vraie vie harcèlent et menacent les détracteurs de leurs idoles. Et donc j'adore cette série, c'est plein de symbolisme, c'est très gore, c'est drôle aussi, c'est satirique et c'est complètement délirant. Bref, c'est vraiment digne, je trouve, de Donald Glover, si vous connaissez un petit peu ce qu'il fait. Et il y a même Paris Jackson, donc la fille de Michael Jackson, et Billie Eilish dedans. Billie Eilish qui joue le rôle d'une gourou lesbienne. Voilà, on adore. Bravo les lesbiennes. Vraiment. Et donc cette série s'appelle Swarm et elle est disponible en streaming sur Amazon Prime. Merci Audrey. Je recommande donc Swarm. En tout cas, tu m'as vraiment donné envie de la regarder. Très sincère, cache-pistache, nature peinture. En revanche, je ne recommande pas La Brave. Tu fin de phrase. Dans un monde où tout est flou, il est temps d'être solide sur ses convictions. Merci encore à Carole Boinet, directrice de la rédaction des Inrecuptibles, de s'être jointe à nous pour débriefer du dernier album de Lana Del Rey. Courez chez votre marchand de journaux récupérer le dernier numéro des Inrock. Le karma de la presse papier vous le rendra. En tout cas, on vous fait 1000 bisous. 1000 bisous Audrey. À jeudi prochain. Prenez soin de vous les amours. 1000 bisous et attention à vous dans les manifs. C'est dans les 1000 bisous qu'elle est très inquiète. Ouais, 1000 bisous. S'il vous plaît, prenez du sérum fille. Notez le numéro d'une avocate sur vos bras. Ouais, vraiment. Bisous. Allez, à la semaine pro. Les Mains dans la Pop est une émission de Nouvelles Écoutes animée par Mao Drama et Audrey Coupé de Kermadec. Produite par Julien Neuville. Montage, mixage et enregistrement par Livio Boulanger au studio Artistique Palace. Directrice générale adjointe Nora Issem. Directrice artistique Aurore Mailleux. Directrice des productions Marion Gourdon. Directrice commerciale Emmanuel Fortunato. Chargée de production Cassandra de Carvalho.